Coucou Laura, je t'ai envoyé le lien. Hello, hello, salut à tous. Coucou. Ah, ça y est, coucou. J'étais en train de mettre le titre, euh, mais mais du coup, je n'ai pas réussi. C'est pas grave, je vais le mettre en commentaire. Allez, coucou à tous, je vous laisse vous connecter tranquillement. Hello, hello, hello. Alors, comment détecter les signes d'un épuisement professionnel? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui avec la fabuleuse Laura qui est avec nous. Voilà, je le note. Clac. Et j'espère que je ne sais pas comment on peut épingler ça. J'ai jamais été, je suis pas experte là-dessus. Je suis pas Bon, sûre. Euh, Est-ce que non, ouais. Non, si je fais ça, ça marche pas. Non. Je suis pas sûre que tu puisses Ah si, l'épingler. épingler le commentaire, ça y est, j'ai trouvé. Moi, je peux pas. Yes, c'est bon. Comme ça, vous avez le titre. Génial. Coucou à tous. Bon, bah merci Laura d'être présente ce soir, d'avoir accepté cette invitation et de parler épuisement professionnel. C'est pas un sujet, on va dire, le plus fabuleux du monde, mais bon, si on peut aider et du coup à éviter d'arriver dans cette phase de burn-out, d'épuisement, de burn-out aussi, on va en parler, et puis surtout de pouvoir en fait se réaligner avec soi, de se sentir mieux, d'être vraiment dans une harmonie professionnellement et personnellement. Eh bien, si on peut aider toutes les personnes ce soir, ce sera avec grand plaisir. C'est pour ça qu'on va en parler. Alors attends, je regarde juste. Voilà, il y en a qui se connectent. Coucou à tous. Donc, on a pas mal de choses. On va passer un petit moment ensemble où on va évoquer du coup les étapes ou plutôt les phases, comment les détecter d'un burn-out. Est-ce que tu m'entends bien, Laura? Ça fonctionne pour toi la technique? Toi, Ah, tu... ça y est, c'est revenu, Ok, c'est bon. c'est Moi, je sens... revenu, ça avait coupé. Bon, si tu m'entends bien, c'est top. Si ça marche bien, est-ce que vous nous entendez aussi, les personnes qui sont connectées? J'espère que c'est bon, le son et tout ça, que ça fonctionne bien. Ouais, moi j'ai l'impression que oui. Ok, bon bah c'est parti. Alors oui, donc on va parler voilà des phases du burn-out, c'est-à-dire comment les détecter en fait tout simplement, comment découvrir et comment faire du coup donc regarder les phases d'alerte d'un épuisement professionnel. Et je sais que ça c'est vraiment une thématique voilà, tu es experte là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose que aujourd'hui tu as étudié et que tu as accompagné des personnes qui ont vécu un burn-out. Donc, je pense que tu vas pouvoir vraiment apporter des conseils. Donc, déjà, est-ce que tu veux qu'on démarre par comment détecter les phases d'un burn-out? Est-ce que tu as des choses, des situations précises à partager par rapport à ça? Oui, alors le burn-out, effectivement, il y a plein de choses. C'est bien et c'est pas bien. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider à détecter que, entre guillemets, vous n'êtes pas sur le bon côté de la pente. Je dis Ouais. c'est pas bien parce que justement, il y a aussi beaucoup de symptômes, il y a beaucoup de possibilités. Déjà, le premier truc que je voudrais dire, c'est que il faut pas, entre guillemets, attendre Ouais. d'atteindre l'état du burn-out. Tout ce qui va être syndrome d'épuisement professionnel est un problème à proprement parler. En tout cas, à partir du moment où pour vous, c'est un problème, pour le professionnel de santé, ça doit être un problème. Je préférerais après, sur le burn-out officiel, entre guillemets, caractérisé, l'OMS va reconnaître ça comme un trouble vraiment lié au travail, un stress chronique lié au travail. Donc, aux yeux de l'OMS, on n'entend pas, par exemple, de burn-out parental, etc. Mais très souvent, vous trouverez quand même dans la littérature ou dans l'utilisation du vocabulaire le fait qu'on puisse aussi faire un burn-out en dehors du travail, par exemple, les jeunes parents, par exemple. Mhm. Ensuite, le burn-out, il est caractérisé officiellement par un syndrome d'épuisement, du cynisme ou des pensées négatives liées au travail et une perte d'efficacité professionnelle pour rester dans le champ du travail. Mhm. Donc, il faut déjà ces trois trucs-là. Après, d'une manière générale, les choses qui peuvent vous mettre, entre guillemets, sur la piste que ça va pas, la sphère physique, changement d'appétit, les troubles du sommeil, tous les troubles, entre guillemets, psychosomatiques, on dit psychosomatiques, mal au ventre, la gorge qui serre, les migraines, etc. L'anxiété, évidemment, de l'anxiété généralisée, assez diffuse,
toute la sphère cognitive, effectivement, si vous commencez à avoir des pensées négatives par rapport au travail, des ruminations, que vous y pensez tout le temps, que voilà, notamment la nuit parce que ça va beaucoup agir sur le sommeil. Et puis, euh, ouais, j'allais dire sur la sphère émotionnelle, mais en fait, c'est assez lié. Ouais. Voilà. Tous ces aspects-là peuvent nous faire dire, ok, si je commence à aller au travail avec la boule au ventre, quand j'y pense, ça me stresse, ça m'angoisse, je dors pas bien, j'ai pas faim, j'ai pas envie d'y aller, euh, pas de travail, on va en reparler après, je dors pas bien, je mange pas bien. Bon, tout ça, c'est des signes que... Ouais. Et c'est bien ce que tu dis parce que, alors on en parlera après si ça touche tout le monde, mais c'est vrai que ce sont vraiment des facteurs, en tout cas des signes qu'il faut prendre en compte. Mais j'ai envie de dire aussi pour les personnes qui démarrent dans la vie active, parce que des fois on peut se dire ah bah non ça me concerne pas parce qu'il faut que je fasse mes preuves. Et moi je le vois, tu vois, avec les clients que j'accompagne, où c'est souvent la génération Y, on va dire une trentaine d'années, tu vois. Et en fait on se rend bien compte qu'au départ quand on rentre dans la vie active, on veut faire ses preuves. Donc, du coup, on veut absolument tout donner pour son patron, montrer qu'on est capable, montrer qu'on peut, voilà, qu'on peut travailler des heures et des heures, qu'on s'investit en fait corps et âme dans son travail. Sauf qu'effectivement, j'ai eu des personnes également où en fait, ils sont complètement épuisés et comme tu dis, perte de sens, perte du coup de motivation. Et puis après, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Et c'est après, si je fais moins, je pense on va pas m'apprécier pour ma juste valeur, etc. Donc c'est vrai que est-ce que du coup, par rapport à ce que je viens de dire, finalement, le burn-out enfin en tout cas l'épuisement professionnel peut toucher tout le monde, que Oui. ce soit des jeunes, des moins jeunes ou Oui, oui, bien sûr, ça peut toucher tout le monde. On le voit par exemple chez les étudiants, hein, un burn-out ouais, scolaire. Bien sûr que malheureusement, les jeunes ne sont pas épargnés. Alors forcément, ils ont généralement un peu plus de ressources physiques, mais du coup, comme tu dis, c'est aussi plus facile d'aller taper dedans. Parce ouais, c'est ça. que tu te dis, et puis on te répète tout le temps, oh, ça va quand même à ton âge, hein. Oh, C'est voilà. ça. Voilà. Donc du coup, ça les entraîne dans ce truc-là. Ouais. Donc oui, oui, bien sûr, malheureusement, tout le monde peut. Ouais. Après, on a des catégories de population plus à risque que d'autres. Les soignants, par exemple, sont généralement plus à risque voilà, facteur de risque plus important. Mais même quand on n'est pas soignant, malheureusement, on peut faire un burn-out. Et du coup, tout à l'heure, donc tu parlais des signes. Donc là, par exemple, les personnes qui sont connectées, est-ce que ce qu'a évoqué Laura, est-ce que ça fait sens pour vous? Est-ce que par exemple, vous avez déjà eu cette boule au ventre du dimanche soir, de ne pas se sentir bien dans son travail, d'avoir une anxiété, comme tu dis, d'avoir un mauvais sommeil parce que ça vous travaille toute la nuit, on ne se sent pas bien, peut-être la relation aussi avec les collègues, etc. Laura, toi, à quel moment on passe la barre de la fatigue, c'est-à-dire, on va dire, peut-être chronique liée à son travail, peut-être un stress qui est lié à des objectifs ou vouloir bien faire, etc., que le job, du coup, pousse à obtenir. Et la limite du burn-out, c'est-à-dire que là, tu as un point de non-retour et en fait, c'est vraiment dans une période cyclique, en fait, finalement. Comment tu pourrais définir ça? Déjà, quelle est la barre qu'on peut définir pour basculer dans le burn-out? Et ensuite, comment savoir que tu es vraiment dedans, en fait? Hmm. Alors généralement, quand tu es en burn-out, soit tu le sais, soit il peut y avoir alors peut-être pas du déni, mais en tout cas une forme de dénégation, ça c'est possible. Mais disons que effectivement, c'est important que tu poses cette question, parce qu'à l'inverse, des fois, le burn-out, c'est un peu utilisé le mot va Oui. être facilement, et du Mm. coup, ça peut psychiatriser des gens qui n'y sont pas, et ça peut aussi être pénible pour ceux qui y sont. Euh, Mm. Disons, la différence, ça va être vraiment ces trois critères-là, hein, l'épuisement, le cynisme, les pensées négatives liées au travail et la perte d'efficacité. C'est-à-dire qu'on considère que si par exemple la personne est moins efficace au boulot, qu'elle n'a pas très envie d'y aller, mais qu'il n'y a pas d'épuisement, bah officiellement, Mm. c'est un burn-out. Maintenant, le premier truc qu'il faut dire, c'est que de toute façon, il faut aller voir son médecin. C'est lui qui va Mm. être médecin traitant, c'est lui qui va être en charge de désigner ça. S'il faut poser un diagnostic, c'est lui qui va le faire, évidemment ou votre médecin psychiatre ou voilà. Ensuite,
d'une manière générale, je pense que c'est très individuel. Il faut se remettre aux professionnels de santé qui ont l'habitude de vous accompagner, en qui vous avez confiance. C'est eux aussi qui vont pouvoir estimer la gravité du problème. Maintenant, effectivement, dans des burn-out entre guillemets caractérisés, je fais attention en disant ça parce que c'est pas parce qu'on n'est pas dans un burn-out officiel que c'est moins grave, hein. Ça, il faut vraiment faire attention à ça. Mais dans un burn-out caractérisé, tu as des gens qui, un matin, ils se lèveront pas, en fait. Hmm. C'est la traduction quand même de burn-out, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, Hmm. ça... Ouh, Ça se coupe, ça s'arrête, quoi. Hmm. et qui s'arrête. Et souvent, les personnes racontent ça, hein, qu'elles elles sont plus pu se lever. Alors, Hmm. plus parce que elles se réveillent pas, enfin, se réveillent pas, voilà, peuvent plus sortir du lit. Il y en a qui ont la sensation des jambes coupées. Enfin, il peut y avoir plein de choses, le regard qui se trouble, etc. On entend dans ce récit j'ai plus pu, quoi. Genre, à un moment donné, mon corps, il m'a dit merci, mais moi, je reste là, en fait. Mm. C'est ça. En fait, tu es en train de parler d'un signe physique majeur, en fait. Il y a vraiment quelque chose de majeur qui se met en place et qui est en train de te dire, bah là, stop, en fait. Hmm. C'est fini. Ça s'arrête et du coup, il faut que tu regardes dans ce sens. Bah, là, malheureusement, là, c'est la limite. Enfin, fallait pas la passer entre guillemets, mais je veux dire, Oui. là, c'est un peu la zone de non-retour, quoi. Effectivement, enfin, de non-retour. Bien sûr, on peut en revenir, mais je veux dire, quand on en est là, là, le corps, il a envoyé des signaux parce qu'un corps, ça ne pas d'un coup. Donc, Mm. vraiment, c'est des signes, des signes, des signes, et ça n'a pas. Mais bien entendu que même si vous n'êtes pas dans la situation de ne pas vous réveiller le matin, c'est pas la situation, pas problème. Alors, excuse-moi, Laura, on t'entend pas du tout, ça saccade, en fait. Merde, ça va là? Bah, écoute, c'est fort, on n'entend pas la fin de tes phrases. Alors, je sais pas. Euh, Je peux essayer de passer en 4G, voir. J'espère que ça va pas couper. Chance. En attendant que Laura, du coup, est en train de Puis, se vous connecter, je vois qu'il y a un commentaire. Donc, pour moi, le manque de sommeil est souvent le premier signe qui m'indique que le boulot prend le pas sur moi et j'essaye de le prendre comme un signal d'alarme. Alors, oui, tu as bien fait. Alors, attends, comment c'est ton prénom? Daniel. Oui, exactement, Daniel. Alors, je pense que Laura pourra faire un retour là-dessus aussi également. Mais de toute façon, tous les signes physiques, ce sont vraiment justement des signes à vraiment prendre en compte et à ne pas les laisser de côté, à ne pas se dire, oh, ça va passer et puis je verrai ça demain. En fait, je pense que comme tu dis, Laura, et avant que ça coupe, tu étais en train d'expliquer ça, que le corps, en fait, bah, du coup, alerte déjà plusieurs fois avant d'arriver sur cette situation de non-retour. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'on éduque en fait l'ouverture d'esprit et le fait de recevoir les signes et du coup de les prendre en compte en fait. C'est ce que tu étais en train d'expliquer. ouais, alors, je me suis déplacée, je passais en 4G. Est-ce que tu m'entends mieux? Du coup, ça a l'air de fonctionner là. Bon, ok, dis-moi si ça bug. Oui, je sais plus ce que je vais raconter. Mais oui, en tout cas, même si on n'est pas au point de ne plus se lever le matin, effectivement, ça, enfin, c'est même plus un signe, c'est la décision ultime du corps qui dit en fait, tu m'as pas écouté une fois, deux fois, 10 fois, 15 fois, maintenant stop. Mais on voit plein de signes avant. J'ai même envie de dire, les corps envoient plein de signes, le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, tout ce beau monde s'active pour faire dire attention, la situation ne me convient pas, on n'est pas aligné, on n'est pas OK avec nos valeurs, on n'est pas motivé, on n'est pas, etc., etc. Donc effectivement, ces signes, il faut absolument les écouter. C'est pas toujours simple, mais effectivement, déjà, comme tu disais, le fait de les connaître et de se dire, oula, là, je n'arrive pas à Mm. m'endormir, j'arrête pas d'y penser, je me réveille la nuit, tu vois, tu te réveilles, tu fais pipi et paf, une seconde après être réveillé, le cerveau, oh putain, j'ai pas rendu ça, gna gna gna, machin Mm. qu'en fait, le cerveau, entre guillemets, il est un peu obsédé par ce qui se passe au boulot. J'ai pas faim, j'ai pas envie d'y aller, ça me stresse, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au dos, hein, j'ai mal au dos, par exemple. Donc, ça aussi, ça peut être une petite astuce, mais être vigilant et vigilante au langage que vous utilisez. Parce qu'en fait, toutes ces expressions, on les a pas pour rien, hein. Quand on se met la rate au courbouillon, quand on n'arrive pas à la digérer, cette histoire, etc., etc., tout ça, c'est du vocabulaire que le corps utilise pour faire passer le message, en fait. Mm. J'en ai plein le dos. J'en ai dos, ça me prend la tête, Mm. travers, tu vois.
C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ça. Et il suffit d'en prendre conscience pour se dire, ah mais oui, finalement, peut-être que si j'ai mal à la gorge là en ce moment, alors que bon, il fait beau, on n'est pas censé là se faire une petite bronchite ou autre, et ben du coup, il y a peut-être quelque chose que justement vous n'arrivez pas à exprimer ou peut-être qu'il y a quelque chose, comme tu dis, qui reste en travers de la gorge parce que ça vous convient pas. Donc, aller sur ce terrain aussi de l'écoute de son corps. Je pense que ça fait partie des astuces pour du coup remédier à aller sur cette situation de non-retour. Alors quand tu dis cette situation de non-retour, donc on va vraiment parler, on va rentrer dans le vif du sujet qui est donc on passe cette barrière donc des signes d'alerte en amont et que là un matin donc on se lève plus. Il y a quelque chose d'assez flagrant, d'assez déterminant en fait sur notre corps et sur la situation qui nous dit ok bon bah là la situation on n'en peut plus en fait. Il y a vraiment on est au-delà de ce qu'on pouvait supporter de la situation. Comment ça se passe après justement? Alors, on n'est pas médecin, on rappelle bien évidemment, mais pour avoir des astuces, pour que justement que les gens puissent avoir des clés en fait pour se reconnecter à soi, comment ça se passe une fois que ça c'est malheureusement qu'on est dans cette situation? Et bien, effectivement, la première étape, c'est le médecin traitant, déjà, puisque c'est lui qui va pouvoir être en mesure de poser le diagnostic et de prescrire l'arrêt de travail, s'il a Mhm. travaille toujours. Et repos. En fait, de toute façon, j'ai envie de dire, la personne qui est en burn-out, il peut y avoir un temps de dénégation, ça c'est complètement possible, hein, que la personne aille chez le médecin et non, non, mais ça va, ça va, ça va, j'irai travailler et que tu te dis non, mais Mhm. là, tu vas pas aller travailler. Mais là, il faut se reposer. Comme on l'a dit, ça a brûlé. Enfin, tu vois, si on reprend un peu le Mhm. vocabulaire, c'est à un moment donné, là, il y a plus. Il y a plus rien, il n'y a plus de jus, c'est l'épuisement complet. Donc là, le seul truc qu'il faut faire pour l'instant, c'est se reposer, dormir. Et généralement, quand tu écoutes d'ailleurs les témoignages de personnes qui post-burnout, elles te disent, ben, en fait, pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'ai Mhm. dormi, dormi, dormi. Et C'est ça. vraiment, une fois qu'il y a eu l'acceptation de, OK, le médecin pose des diagnostics, il y a un burn-out, c'est un peu comme si tout le corps, il relâche. Et en fait, ils Mhm. n'arrivent rien à faire, ces gens-là, dans un premier temps. Et c'est tout à fait normal, c'est parce que le corps, il est un peu là, genre, ah bah ça y est, c'est bon, t'as compris, t'es allé te coucher. Bon bah maintenant, laisse-moi laisse-moi tranquille, tu vois. Et donc, généralement, dans les témoignages, ils disent que même aller marcher un quart d'heure, des fois, c'est même pas possible, en fait, parce que vraiment, c'est vidé. Donc, il faut se reposer, se reposer, se reposer. Et ça, je sais, c'est difficile dans notre société parce que on est une société surproductive, super efficace. Et c'est ça qui est dangereux, en fait, avant d'arriver jusqu'au burn-out, en fait, c'est que généralement, les personnes, ils s'en rendent compte, hein, des signes, hein. Là, Mhm. les gens qui rentrent en burn-out, ils te disent pas, ah, bah, je me suis rendu compte de rien. Généralement, ils te disent, bah oui, en fait, ça fait des mois que ça va pas, etc., tu vois. Mais ils ont cette difficulté à se reposer parce qu'il y a la pression, il y a les objectifs, il y a la culpabilité, beaucoup, 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 la culpabilité, je peux pas m'arrêter pour me reposer, gna, 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 pour peu qu'ils aient des enfants, etc. Donc, et voilà, c'est ça. Il faut se Ouais, c'est ça. les Et c'est intéressant parce que tu vois, je rebondis aussi sur le fait les personnes le savent et en fait ils tirent sur la corde en fait jusqu'au bout pour se dire mais non mais ça ira mieux, là ça va aller, je vais me reposer un peu. Mais en fait là je pense l'intérêt de ce live, au-delà de la partie médicale, c'est plutôt de vous orienter sur la connexion avec votre corps. C'est de prendre connaissance avec son corps, de prendre conscience de comment il fonctionne et surtout du coup, ça permet d'éviter d'être dans la prévention de cette situation-là. Donc, quels conseils on pourrait apporter justement pour les personnes qui ont perdu cette connexion à soi? Mm. C'est-à-dire qui n'ont pas appris à s'écouter. Alors, quand on dit s'écouter, ça ne veut pas dire d'être égoïste aussi. Attention à ça, parce que des fois, j'ai des gens qui me disent, oui, enfin bon, m'écouter, c'est bon, je ne vais pas passer ma journée à m'écouter moi-même, machin. Alors non, on n'est pas du tout dans le phénomène d'être égoïste ou de s'écouter parler, mais c'est surtout écouter les signes et les émotions que notre corps met. Et je pense que tu seras d'accord avec moi que de toute façon, notre corps, c'est notre véhicule de vie. Donc, effectivement, il faut apprendre à se reconnecter à ça. Alors, qu'est-ce que tu conseilles pour que les gens qui n'ont pas l'habitude de se connecter à eux, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ouais, il y a plein de possibles. Déjà, si vous pouvez pratiquer l'activité physique, on n'arrive pas de temps, c'est ça. Alors évidemment, bon, moi, j'ai pas eu du yoga parce que c'est ma cam.
être yoga, ça peut être ce que vous voulez. Mais déjà, c'est une activité du corps. Alors, c'est vrai que le yoga particulièrement, mais c'est pas le seul, le Qigong aussi, par exemple, mais ou la danse ou même le chant d'ailleurs, pourquoi pas, parce que c'est des activités qui vont vous faire respirer. Passer par la respiration, plus vous allez la connaître, votre respiration, mieux vous allez savoir. La dernière fois, j'en parlais avec une collègue ostéopathe manipuler la respiration. Ou alors, attends, excuse-moi Laura, ça recoupe. Zut. C'est par phase. Dernière position. Je On vais va y tenter. arriver. Ouais, je suis désolée, habituellement, j'ai pas le. Hop. Habituellement, Parce que j'ai pas c'est le. tellement intéressant ce que tu racontes que c'est vrai que c'est dommage qu'on ait que la première partie de ce que tu dis. Hop. Ah bon, et habituellement, quand je suis ici, ça ne coupe pas. Donc, Ok, est-ce que là, ça va? c'est bon, là je pense que c'est bon. Donc tu me parlais du yoga, de la respiration, Oui, apprendre à respirer. à votre respiration, au corps par des activités, etc. Le langage, comme je disais tout à l'heure, moi je suis assez friande de ça parce que votre langage vous en dit beaucoup, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça passe pas, je digère pas cette affaire, ça me gonfle. Tu vois, je peux prendre un exemple parce que ça, je l'ai eu la dernière fois en yoga thérapie. Le ventre hyper gonflé, la cliente qui n'arrête pas de me dire de toute façon ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Je dis, oui, Hmm. c'est le de le dire, oui, ça te gonfle pas. Des fois, le corps, il s'exprime très, très bien. Après, un petit exercice qui peut peut-être vous aider de manière très concrète, c'est de tenir un petit tableau, situation, émotion, besoin. Parce qu'en fait, généralement, quand on dit à l'écoute, on dit être à l'écoute des émotions, etc. Ce qui est déjà très bien. C'est déjà très bien. Mais l'émotion, ça a une fonction informative. Ça vient du latin mouvement, hein, donc ça se met en mouvement pour vous faire passer un message. Mais qui a motivé le message? Le besoin. Donc, tenir ce petit tableau permet de dire la situation, objectivement, que verrait une caméra, quelle émotion ça m'a généré. Je me suis engueulée avec mon mari, l'émotion, je suis en colère et je suis triste, par exemple. Très bien. Et le besoin derrière. Quel était le besoin qui n'a pas été satisfait et qui a mis ces émotions en route? Par exemple, j'avais besoin de tranquillité, j'avais envie d'être toute seule et il a voulu, je sais pas moi, qu'on regarde un film ensemble. On s'est engueulé. Voilà. Et donc ça va vous permettre, avec un peu de pratique, de venir identifier le besoin qui est sous-jacent. Vous allez au travail demain, à l'idée de voir votre patron, comment je me sens. Là, je suis angoissée, je suis stressée, j'ai peur, ça sert. Ok, le besoin. Ben, en fait, je dis n'importe quoi, mais en fait, je me sens pas respectée dans mon travail, je me sens pas reconnue. Ah. Donc maintenant qu'on a identifié le besoin, peut-être qu'on va pouvoir tenter une formulation, ça c'est la dernière étape, mais peut-être qu'on peut tenter une formulation, une demande ou de trouver des solutions. Donc tu vois, ça peut être vraiment un truc à Hmm. connexion au corps, mais en tout cas c'est reconnexion à la partie émotionnelle et à ce qui motive les émotions. Pour le corps, activité physique, ça peut être de noter aussi, si ça vous aide. Euh, voilà, je sais pas, par exemple, vous dormez mal, vous venez voir des thérapeutes comme moi, quand vous me dites je dors mal, moi je vais vous demander c'est-à-dire tu t'endors pas, tu te réveilles la nuit, tu fais des cauchemars, tu te réveilles tôt le matin, tu n'arrives pas à tenir le sommeil. Ouais. Parce que ça peut donner plusieurs indications, hein. Généralement, quand on s'endort pas, c'est plutôt la rumination, l'anxiété, se réveiller la nuit selon les heures à laquelle tu te réveilles. Nous, on peut aller voir au niveau énergétique. Tu vois, si tu te réveilles en ce moment plutôt vers 4 heures du matin, ça peut m'indiquer plutôt le foie et donc plutôt la colère. Voilà. Donc ça peut être. Hmm. Ouais, c'est très puissant ce que tu dis. Et merci pour le partage parce que c'est un très bon exercice, le tableau. Et c'est simple en fait. Et vous pouvez le mettre et l'appliquer chez vous en fait. Donc, Ouais. comment tu pourrais, donc par rapport à, donc là on a vu voilà les exemples, en tout cas des clés pour pouvoir identifier du coup les signes ben, pour prévenir en fait le burn-out. Mais est-ce que du coup, il y a dans le domaine professionnel, est-ce qu'on peut poser des limites aussi? Tu vois, des limites dans le sens pour éviter en fait, parce que tu vois, je pense souvent par exemple, comme tu disais, à des étudiants, à des jeunes actifs, à aussi des personnes qui se lancent dans une carrière et qui ont besoin de prouver à la société, prouver au patron, prouver peut-être à des clients, etc. Et pour éviter justement d'aller dans cet acharnement professionnel ou d'aller au-delà de ses limites, est-ce que justement il y a des techniques pour se dire j'en pose en amont, mais sans culpabiliser, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. C'est-à-dire que souvent, je me mets à la place de... Enfin, moi, ça a été mon cas pendant plusieurs années où j'ai voulu prouver des choses professionnellement. Mais c'est vrai que j'allais au-delà de ce que mon corps et ce que je pouvais fournir finalement. Et je sentais cet épuisement arriver. Mais comment on peut poser des limites sans être dans cette culpabilisation, sans, tu vois, l'accepter différemment en fait. Alors, je peux donner plein d'outils et de petits trucs et astuces, mais Ouais. c'est un vrai travail pour le coup. Mm. Dire, bah, je vais faire mon petit tableau des besoins et puis ma méditation. C'est vraiment profondément, là, ça peut m'évoquer, tu vois, des thématiques d'affirmation de soi, par exemple. Mm. D'affirmation de soi, enfin, un travail d'affirmation de soi, pour moi, évoque en premier lieu un travail d'acceptation de soi, qui implique en premier lieu un c'est évoquer les jeunes actifs, c'est souvent des choses qu'ils n'ont pas trop eu l'occasion de travailler, sauf s'ils ont fait du travail sur eux, mais généralement, ça arrive un petit peu après. Le fait de connaître ses forces, son fonctionnement optimal, de connaître ses valeurs, ça, c'est des choses qui vont nous aider peut-être déjà à choisir les entreprises, quand on peut les choisir, en tout cas. Ou au sein de l'entreprise, si on n'a pas pu choisir l'entreprise, bah, peut-être de se dire, oula, ça, je sais d'avance que oh, ça va faire un moment, mais ça va pas le faire sur le long terme. La question aussi d'accepter le fait qu'en fait, on n'est pas tous faits pour bosser en entreprise et que dans ceux qui sont faits pour bosser en entreprise, on n'est pas tous faits pour bosser dans des grands groupes ou en TPE, etc. Il y a des gens qui sont faits pour bosser le matin, il y a des gens qui sont faits pour bosser le soir, bref. Donc là, il y a une question de fonctionnement. Et plus on va le connaître, plus on va faire le travail d'acceptation, plus on pourra faire un travail d'affirmation. Alors c'est sûr que dans le monde de l'entreprise, on ne pourra pas tout faire. C'est compliqué de dire à son patron, oui, mais désolé, je viendrai qu'à 10 heures parce que moi, à 8 heures, mon chrono bah, non, c'est pas toutes les entreprises qui seront OK avec ça. Mais après, on peut dire, ah, je sais que, pas, moi, je travaille le matin. Bon, bah, je travaille le matin. Donc, est-ce que, par exemple, je peux un peu pour compenser ça, tu vois? Mm. La question de la culpabilité, pour moi, c'est que forcément, si je me connais, si je m'accepte et si je m'affirme, d'une, il y a moins de culpabilité. Deux, la culpabilité, elle vient aussi avec tout un lot de croyances que nous avons appris. Faut, faut travailler dur pour réussir. Gna, gna, gna. Une émotion, certes. Oh, alors attends, je t'entends plus, Laura. T'as fait 3, mais après, ça marchait plus. Ouais, Désolée, c'est fou, hein, cette j'ai connexion. pas d'habitude, donc tu m'entends? Ouais, ça arrive. Ah, ça saccade un peu. Attends, le temps que peut-être que ça revienne, je vais lire le commentaire. Donc, c'est parfois difficile à voir, mais manque de sommeil ne sont devenus une alerte. Ah bah ça, c'est ce que... Attends, c'est ce que tu as mis tout à l'heure, il me semble. Ah non, attends. Hop. Oui, non, excuse-moi, Daniel. Donc, du coup, c'est un commentaire. Donc, c'est parfois difficile à voir, mais manque de sommeil ne sont devenus une alerte que quand quelqu'un m'a ouvert les yeux. Avant, je trouvais des excuses à ces manques de sommeil. Oui, en fait, c'est exactement ça, mais tu as raison de le redire. Parce que je voulais en parler justement parce que c'est vrai que là, on vous apporte des clés pour prendre conscience des alertes que votre corps, peut-être votre entourage, peut-être même, tu vois, des choses toutes simples, mais tu vas louper, je sais pas, moi, si tu prends un train, tu vas louper ton train tout le temps. Tu vas en voiture, il va t'arriver plein de problèmes. Et puis, la journée va s'enchaîner comme ça. Enfin, tu vois, quand c'est des routines comme ça, des répétitions de choses qui ne sont pas fluides, qui sont compliquées à gérer, des challenges que tu dois remplir tous les jours, et qu'en fait, tu as tout le temps la boule au ventre, le stress en permanence. Tu rentres le soir, tu es crevé, tu es fatigué, tu commences à t'énerver avec toute ta famille et tu dors mal, etc. Vraiment, ça, c'est l'accumulation de plein de signes qui te dit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Soit il faut que tu fasses un point et qu'il faut vraiment que tu prennes du recul sur ta situation, ou soit effectivement, bah, du coup, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc vraiment un épuisement, parce que là, c'est la thématique, mais de toute façon, c'est lié qu'à un moment donné, ton corps ou ton environnement extérieur va te dire attends, stop, il faut que tu t'arrêtes. Et là, c'est juste ce que tu viens de dire, Daniel, parce que des fois, ça peut être l'entourage qui est source d'alerte pour vous. Et parfois, c'est vrai qu'on le met de côté comme ce que tu as vécu, à te dire, mais non, on le prend à la légère, en fait, on ne le prend pas vraiment pour quelque chose d'important. Donc c'est bien de l'avoir appelé. Est-ce que ça va mieux, Laura, la connexion? Bah, moi, je suis là, je t'entends bien, mais Ouais, ok. Bon, du coup, je t'entends toujours. j'espère. Je ne sais pas quand est-ce que ça se met à bugger. Tu m'as fait 3, donc la troisième chose. Chose, elle est importante, c'est que la culpabilité est une émotion, comme
émotion, elle a sa fonction, elle est utile, mais la culpabilité est aussi un très bon censeur. Ok, c'est Mm. souvent un outil de censure aussi pour le système. Donc, soyez aussi dans votre exercice, situation, émotion, besoin. Si vous êtes des accoutumiers de la culpabilité, rajoutez une colonne culpabilité et cochez quand est-ce que la culpabilité est là. Vous allez qui sont tout le temps censurés par le système émotionnel. Parce que la censure, moi, je présente ça en coaching, c'est un peu comme la police de douane, tu vois. C'est-à-dire l'émotion et le besoin qui essaient de s'exprimer. Et là, tu as la culpabilité qui débarque et qui dit allez, merci, tout le monde dégage. D'accord. Ah, c'est bien. C'est super ce que tu partages. Ouais. Ok. Et est-ce que tu voulais rajouter quelque chose donc par rapport à ça? Non, je pense que d'une manière générale, ces sujets-là sont vraiment extrêmement importants, malheureusement d'actualité, et qu'il faut vraiment, on l'a dit, mais je redis, vraiment, vraiment, vraiment être précautionneux. Il y a un monsieur, Daniel, David, je sais plus, Mm. dans le chat, et il a raison, des fois c'est l'entourage qui va Mm. vous dire que ça va, tu dors pas bien, t'es pas pareil, voilà, donc soyez aussi attentifs, attentives à ça. Dans ces moments-là, souvent on s'énerve et en même temps l'entourage, voilà, ils voient des choses parce qu'ils sont plus objectifs, ils sont en dehors. Mm. Et quand il y a une personne qui vous le dit, puis deux, puis comme tu disais, par exemple, les actes manqués, les autosabotages, de louper son train tous les matins, etc., etc. Voilà, ça, effectivement, c'est des choses qui peuvent vous alerter et il faut vraiment être en écoute de ça. Et je pense que vraiment, surtout dans le milieu de l'entreprise, nous, les entrepreneurs, on est emmerdés par ça. Mais dans le monde de l'entreprise, il y a véritablement ce fléau de ce que tu disais au début. Non, mais s'écouter, c'est un caprice. C'est ça. Voilà. Et ça, forcément, bah, après, on se retrouve avec des situations catastrophiques. On a dit aux gens que s'écouter, c'était égoïste, c'était égocentrique, c'était capricieux, c'était je sais pas quoi. Et non. Euh, Mm. et s'écouter, c'est pas, comme tu disais, c'est pas s'écouter Paris. Voilà, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est être au Ouais. contact de vos émotions et de vos besoins, en fait. Et vos Mm. besoins n'ont pas moins de valeur que les besoins du patron ou de Martine de la compta, en fait. C'est ça. Et du coup, pour approfondir le sujet, il y a tu vois, ce phénomène que j'entends de plus en plus parler du burn-out. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent chez les jeunes actifs, mais j'imagine que ça doit toucher tout le monde. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Parce que de ce que j'ai compris, on est vraiment sur de la perte de sens, de la perte d'intérêt. Ouais, ouais, c'est vraiment ce phénomène, on va dire, oui, ce phénomène de perte de sens au travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du burn-out, on n'est pas dans l'épuisement, on n'est pas, voilà. Mais, voilà, pou, quoi. Genre, Mm. voilà, je vois pas l'intérêt, je vois pas l'intérêt d'aller au travail, je vois pas à quoi ça sert. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup les nouvelles générations qui vont, pas que, hein, mais c'est souvent ces générations qui vont se retrouver là-dedans parce que c'est vrai que c'est des générations qui ont grandi avec l'importance du sens à donner au travail. Alors, encore une fois, j'avais entendu ça dans une interview passionnante et je sais plus du tout qui disait ça, qui était la nana, mais elle avait raison. Elle disait, il ne s'agit pas de dire que les nouvelles générations sont intéressées par le sens et que les anciennes générations n'avaient rien à foutre. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a quelques années, il y a plusieurs dizaines d'années, si tu manquais de sens au travail, en échange, tu avais beaucoup d'avantages sociaux. Tu avais, un CDI, tu avais un prêt facilement, tu avais tes 35 heures, tu avais tes congés payés et tout. Aujourd'hui, en fait, la génération qui arrive, elle dit attends, en fait, ça me saoule, ça n'a pas vraiment de sens, ça m'intéresse pas vraiment, et en plus, je vais galérer à trouver un logement, et en plus, je vais galérer à payer mon loyer. Donc, en fait, c'est pas que les générations d'avant s'en foutaient, c'est qu'ils avaient autre chose en échange, et cette génération qui arrive, elle voit pas trop, en fait, ce qu'on va leur proposer en échange. Et donc là, j'en reviens psy positive à mon histoire des valeurs, c'est qu'effectivement, plus vous aurez fait le travail d'identification de vos valeurs, plus vous allez pouvoir mettre en place des actions engagées dans le sens de ces valeurs. Alors, je sais que dans mon entreprise, c'est pas toujours possible, mais on peut aussi s'alimenter en dehors du travail. Et on peut aussi discuter. Des fois, dans le monde de l'entreprise, tout n'est pas si fermé. Et des fois, on peut expliquer que, bah voilà, moi, en fait, je sais pas, moi, j'ai besoin de nourrir la valeur de l'écologie. Par exemple, c'est super important pour moi. On fait pas grand-chose dans ma boîte. Bah moi, j'ai un projet. Voilà, je vous soumets ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, tu vois. Mais Mm. oui, C'est hyper intéressant. Mm. c'est En fait, c'est vraiment comme toi, comme moi d'ailleurs, même si on a deux méthodes de travail différentes, on est vraiment, tu vois, aussi bien avec l'Ikigai, sur la reconnexion de ce qui nous porte vraiment. C'est-à-dire, comme tu disais au début, d'identifier ses qualités, d'identifier ses forces, d'identifier ses valeurs. Parce qu'en fait, tu te rends compte que dans le monde du travail, si tu n'as pas identifié ça,
à un moment donné, bah, soit tu perds ton chemin de vue, c'est-à-dire que bah, tu rentres sur le monde du travail avec une idée en tête parce que tu penses que c'est bon pour toi, mais si tu n'as jamais fait ce travail d'introspection, bah, c'est là qu'on se retrouve souvent à cap de la trentaine, cap de la quarantaine, où tu fais carrément un pétage de cap parce que ça te convient plus du tout. Ou sinon, bah là, malheureusement, tu peux carrément être dans l'épuisement et parce que finalement, tu te rends compte que tu fais des choses qui n'ont pas de sens, en fait, qui te nourrit pas. Et j'aime beaucoup cette notion de nourrir parce que tu en parlais tout à l'heure, qui vient de après le burn-out, d'aller, tu vois, prendre ce temps pour reposer son corps et son esprit, eh bien, c'est de le renourrir finalement avec des émotions et avec ce qui est bon pour lui en fait. Et je pense que on perd cette idée-là et surtout on ne l'a pas appris de se nourrir correctement, mais psychologiquement, émotionnellement et de s'écouter. Donc j'aime beaucoup cet aspect et j'espère que dans le live, et n'hésitez pas à nous partager ce que vous en pensez et le sens, et si vous y retrouvez d'ailleurs dans ces situations-là, parce que peut-être que c'est votre cas. Mais en tout cas, l'idée, c'est comme dit Laura et comme ce que je peux dire aussi à mes clientes, c'est, je pense que la première étape, c'est de faire ce travail d'écoute en fait, de se connaître, de s'écouter, d'aller se connecter à soi. Je pense que c'est essentiel. Mm. Oui, oui, c'est essentiel pour toutes les choses en fait qu'on a évoquées, que ce soit Ouais. l'épuisement, que ce soit les signes qu'envoie le corps, etc. Et vraiment, pour y arriver, il faut sortir. Donc là, il peut y avoir un travail de flexibilisation de croyances, de sortir Mm. de ces inculquer que s'écouter, voilà, c'est capricieux, c'est super secondaire, c'est voilà, notamment pour les jeunes qui nous écoutent, enfin, les jeunes qui nous écoutent, qui peut-être se font répéter constamment que ils feront ça plus tard et que pour l'instant il faut faire ses preuves et que qu'est-ce que tu crois dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche, etc. Non, enfin moi en tout cas je sais que c'est des choses qui me rendaient folle quand je sortis de mes études où on me demandait selon ma vision de troquer mon bonheur, tu vois, où on me disait non mais attends, qu'est-ce que tu crois, la vie c'est difficile, hein, attends, c'est comme ça qu'il faut faire, et me disait mais non, non, genre, non, il y a d'autres façons de faire, pourquoi tu veux que je continue à m'infliger ça alors que j'ai une solution pour ne pas me l'infliger, tu vois, mais parce qu'il y avait cette idée que non, c'est comme ça la vie, bah non, c'est comme ça ta vie. Mm. Euh, Mm. Moi j'ai pas C'est envie, ta vision. Mm. voilà. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que, et pour terminer là-dessus, je pense qu'on est vraiment dans une ère en plus, là, dans une énergie où du coup, les gens prennent conscience de ça. Et heureusement, donc petit à petit, j'ai l'impression que chaque personne commence déjà à se reconnecter à soi. Déjà, avec le Covid, on a tous pris du temps pour soi. Donc, à se poser les bonnes questions, à se dire est-ce que je me sens bien dans ce que je fais? Est-ce que tous les matins, quand je me lève, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que j'ai la boule au ventre ou pas? Etc. Et de faire attention à tous ces signes. Est-ce que vous avez des questions, les personnes qui sont connectées, par rapport à ce qu'on a évoqué sur l'épuisement professionnel? Pour terminer, si vous n'avez pas de questions, Laura, est-ce que tu voudrais qu'on rajoute des choses sur des clés même si tu en as livré vraiment beaucoup, et je trouve que ça suffit en plus parce que c'est hyper simple et ciblé. Donc, ton petit tableau, les exemples que tu as donnés, je trouve que c'est juste top parce que tout le monde peut le faire. C'est très simple et ça peut vraiment aider beaucoup de monde. Mais est-ce que tu as d'autres choses que tu veux partager pour donner voilà, ces clés de reconnexion à soi et pour éviter de basculer dans un épuisement? Bah, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être de l'ordre de la santé publique, c'est la question de l'acceptation émotionnelle. Hmm. Ça, c'est vraiment important et je pense que ça peut être des clés pour certains. Peut-être que ça tiltera pas maintenant, mais ça fera son chemin. L'acceptation émotionnelle qui, souvent, pour les gens, on dit ouais, non, mais d'accord, mais en fait, c'est bon, quoi, j'accepte tout, je me résigne. Et non, c'est ça tout l'enjeu, c'est que cette acceptation, c'est un lâcher-prise qui est actif. Et en fait, si vous n'êtes pas dans l'acceptation, vous êtes dans la lutte ou dans l'évitement. C'est ce qu'on peut retrouver dans les phénomènes d'épuisement, de la lutte. Par exemple, c'est ton mari qui va dire putain, Manon, t'es sûre que ça va? T'as l'air stressée. Et toi, tu peux rentrer en lutte par rapport à ça. Tu vois, il y a une émotion qui va se mettre en mouvement, puis tu vas Hmm. lutter, contre-argumenter. Ou tu peux éviter. Ton mec, il te dit ça, puis tu sors fumer ta clope, ou tu vois, c'est bon, tu me fais chier avec ton truc, puis tu te casses, tu vois. Et en fait, cette acceptation qui consiste à laisser de la place aux difficultés psychiques, c'est elle qui va être le précurseur pour changer mon état interne. Si je ne peux pas changer l'environnement extérieur, admettons, pour ceux qui sont dans ce cadre-là, je le comprends, et qui disent t'es mignonne, Besson, avec tes trucs là, mais en fait, moi je suis en entreprise, je ne peux pas quitter mon job parce que j'ai mes gamins qui dépendent de moi et je sais pas quoi. Ok, tu peux peut-être pas changer la situation, mais tu peux changer toi, ton environnement à l'intérieur. Et pour le changer,
Il faut être en acceptation. Donc cette acceptation, concrètement, c'est quand j'ai mon émotion qui se manifeste, au lieu de l'éviter ou de résister contre elle, c'est lui laisser la place, comme ton livreur Chronopost quand il sonne à ta porte. Ok, tu fais pas semblant de ne pas l'avoir entendu, tu ne tiens pas la porte fermée, tu lui ouvres. Tu te dis, ah ok, ah, oui, bah, là on est en colère. Ok, tu peux repartir et la colère, elle va s'apaiser d'elle-même parce que tu lui as laissé la place, en fait. Et ça, par exemple, pour en donner un truc, les exercices de pleine conscience peuvent vraiment faire des miracles si vous êtes dans ce cadre-là. Alors, ça peut être la méditation, ça peut être d'autres choses. Je sais que la méditation, des fois, ça braque un peu. Mais par exemple, si vous buvez du café, du thé le matin, bah, buvez demain matin votre thé ou votre café en conscience. Vraiment, une minute. Dire, ok, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça m'évoque, être là, en fait, dans l'instant présent. Même si c'est qu'une minute, dites-vous bien que toutes les minutes que vous prenez pas, votre cerveau, il va vous les prendre à 23 heures quand vous allez aller vous coucher et qu'il y aura la salle d'attente qui est pleine d'émotions et votre cerveau va dire allez, tu t'es posé 5 minutes, on y va, on va traiter toutes les émotions de la journée et vous arrivez. Donc tous les sas qu'on peut prendre dans la journée, c'est tous ces moments où les émotions ont la place d'exister en fait. Ah ouais, c'est hyper puissant. Et c'est hyper puissant et simple en fait. Et c'est vrai que quand tu prends conscience de ça, de prendre. Ouais, tu vois, je suis en train de me l'imaginer parce que même moi, des fois, je ne fais pas les choses en pleine conscience, comme tu viens de l'évoquer. Et, euh, et c'est vrai que, en fait, c'est comme tu dis, des sas où on évite de surcharger pour que justement après le petit moulin du soir se mette en route. Et ça permet aussi de libérer, je pense, de libérer vraiment l'instant et le quotidien en fait. Oui, oui, complètement. Je me permets Mm. juste que Daniel a posé une question. Oui, alors attends, on va peut-être la lire par contre. Ouais. Attends, je te laisse y répondre, mais je vais la lire. Des fois, j'appréhende la création d'activités à cause de l'épuisement. Les phases du genre, il ne faudra pas compter ses heures. Ah oui, il y a-t-il des outils pour créer des garde-fous? Oui, et ben, en l'occurrence, sur la question de la création d'entreprise, qui est mon champ de domaine, puisque j'accompagne des entrepreneurs, on va dire deux choses. La première, envoyer chez les gens qui vous disent il faut, je dois. Voilà. Il faut, je m'en fous de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est juste, la personne croit que le monde est comme ça. Peut-être qu'elle a tort, peut-être qu'elle a raison. La question, Daniel, c'est est-ce que toi, tu le crois? Si tu le crois, ça va être ta réalité. Si tu le crois pas, ça ne le sera pas. Donc, il faut pas des heures, peut-être, ou peut-être pas. La question, c'est qu'est-ce que toi, tu fais de ça? Et donc, c'est ce que tu es en train de faire en me disant, bah, est-ce que je peux mettre des garde-fous? Donc, effectivement, face à ça, se dire, OK, bah, moi, j'en pense quoi? Moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans, donc comment je peux faire pour pas me retrouver dans cette situation? Donc, ça me paraît être un bon moyen de raisonner là-dessus. La deuxième chose, dans la création d'entreprise, il est vrai que quand on est en phase de création, on va être dans une phase pardon, qui est plutôt yang, donc qui est plutôt énergique, dynamique, créative. Maintenant, ça ne se fait pas nécessairement au péril de sa vie. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent en être témoins. Phase yang ne veut pas dire travailler 15 heures par jour. Yang veut dire j'y mets l'énergie, le feu, la créativité, parce qu'il faut que ça se lance. Et on va bourriner un petit peu. Mais moi, j'ai pas travaillé 15 heures par jour. Hein. Moi, je suis un produit fac de médecine. J'ai tout donné en médecine. J'ai dit maintenant, les gars, bon. J'ai fait 18 heures par jour pendant un an. Maintenant, j'arrête, tu vois. Donc, les outils garde-fous, ils peuvent être des outils de productivité. Par exemple, de bien avoir vos objectifs étalonnés dans le temps. Comme ça, vous savez ce qu'il y a à faire, pas à faire. Ça évite de s'éparpiller et ça évite aussi de dire ah, faut tout que je fasse, faut tout que je fasse. Et donc, et la deuxième, acceptation émotionnelle, de dire ok, là en fait, je suis en train de me sentir dépassée par la situation. Ok, est-ce que je peux accepter ça? Et dans un second temps, comment je fais pour répartir? Est-ce que je peux déléguer? Est-ce que je peux reporter? Il y a plein d'outils, hein, la matrice d'Eisenhower par exemple, qui peuvent aider. Donc, tout ce qui est urgent et important, que vous faites maintenant. Tout ce qui est important mais pas urgent, vous ferez après. Tout ce qui est ni important ni urgent, poubelle. Et tout ce qui est urgent mais pas important, qui doit être traité mais qui peut-être peut être délégué. Voilà, il y a plein de ce genre de petits outils qui peuvent vous aider à répartir en phase de création. Le problème de la création, c'est l'éparpillement. Hein. C'est ça. Et puis, je pense que si je peux me permettre, je rajouterais aussi un truc. Je pense aussi c'est la dimension de pourquoi tu le fais. Mm. C'est hyper important parce que effectivement, il y a la phase
stratégique du lancement d'activité, comme tu viens d'évoquer, qui est l'organisation, la planification, d'éviter de procrastiner, etc. Donc ça, c'est plutôt des outils, comme on vient d'évoquer, et qui vont vous aider. Mais avant tout ça, j'ai envie de te dire, c'est que déjà, pourquoi tu veux créer ton activité? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te rend, tu vois la flamme à l'intérieur? Quelle est ta vision par rapport à ça? Parce que déjà, si tu as quelque chose, tu vois, parce que l'ikigai, c'est ça entre guillemets, enfin, c'est ça d'ailleurs, c'est pourquoi je me lève le matin. Qu'est-ce qui te nourrit le matin, qui te dit, ouais, j'y vais, j'ai la patate, j'ai l'énergie, ça me booste d'ouvrir mon activité. Et ça, c'est hyper important que tu l'identifies, Daniel, parce que avant même, après de te poser toutes ces questions qui est, je vais le temps passer dessus, comment je vais m'organiser, les stratégies pour après, parce que tu en auras beaucoup, beaucoup, beaucoup de stratégies hein, pour monter ta boîte. Hein. Tu vas passer par différentes étapes. Mais avant tout ça, pour avoir cette énergie et justement te garder aligné par rapport à ce que tu es en train de faire, c'est déjà de te poser la question pourquoi je le fais et qu'est-ce qui me nourrit vraiment et quel est mon why. Moi, j'appelle ça le why. Je ne sais pas si toi, tu en parles, Laura, mais quel est ton pourquoi? C'est-à-dire pourquoi tu fais ça? Et ça, quand tu l'as trouvé, du coup, c'est ton moteur, en fait. C'est ta flamme intérieure. Et ce qui te permettra, du coup, de dépasser après tous les obstacles et tous les challenges que tu vas rencontrer parce que tu te reconnecteras toujours à ça. Donc, effectivement, il y a des outils pour pouvoir t'aider à lancer ton entreprise. Mais avant de se laisser chahuter par les dires de tout le monde, comme tu disais, Laura, la personne qui va te dire mais attends, t'es sûre de vouloir faire ça? T'es sûre de quitter ton job et de te lancer là-dedans? T'es sûre que du coup, tu vas passer, mais là, t'étais bien, t'avais tes 35 heures, tes RTT, tes congés, et puis là, tu vas te lancer, ça va te prendre 70 heures par semaine. Voilà, lâchez tout ça parce qu'il n'y a pas de vérité en fait. Il n'y a pas de vérité en tant que salarié et il n'y a pas de vérité en tant qu'entrepreneur. C'est ce que, comme dit Laura, c'est la seule manière, ça va être la perception que tu auras de toi, de ta vie et de ton business. C'est marrant que tu dis ça parce que ce matin, j'écrivais une newsletter sur une phrase que m'a dit une de mes profs de psychologie clinique qui disait nos expériences ne servent qu'à nous. Et je trouve que C'est ça. peu en lien. C'est-à-dire que les gens qui vous disent ouais, mais tu sais, moi, quand je me suis lancée, j'ai bossé 70 heures. Ok, good for you, guy, mais c'était ta réalité. Ça sera peut-être la mienne, c'est vrai, mais peut-être pas. Vraiment, nos qu'à nous, il n'y a qu'en allant sur le terrain que vous allez le savoir. Maintenant, je suis complètement d'accord. Le préalable pour moi à toute réflexion d'activité, c'est la réflexion. Ça passe pas par l'ikigai, mais ça va revenir au même point. C'est quoi mes valeurs, identifier, clarifier les valeurs, et surtout qu'est-ce que vous allez en faire, parce qu'identifier des valeurs, c'est bien. Avant dans ce sens-là, c'est mieux. Alors moi, j'ai un vocabulaire psy-positif, mais vos forces, votre fonctionnement optimal, c'est l'idée de dire, il y a déjà des forces présentes chez vous. Ça fonctionne bien. Donc, capitalisons là-dessus plutôt que de réinventer la roue. Et souvent, c'est ça aussi qui peut mener à l'épuisement. Hein. C'est que si je fonctionne à contre-courant, contre mes valeurs, contre mon fonctionnement optimal, que, je sais pas, moi, par exemple, je suis quelqu'un avec une force de prudence, par exemple, qui est très, très basse, admettons, dans le bilan des forces. C'est quelque chose qui peut être valorisé dans le monde de l'entreprise. Mais ça a aussi des bons côtés, de ne pas être prudent, parce que c'est des gens qui sont un peu plus instinctifs, etc. Mais admettons, la personne, elle a cette croyance qu'il faut être cadré, machin, pour être dans l'entreprise. Elle va lutter contre elle-même tout le temps. Pour cela, elle n'est pas développée. Donc, je veux dire, à un moment donné, tu peux la développer, bien entendu, mais elle ne va pas remonter dans ton top 5. Ce n'est pas ton fonctionnement optimal. Donc, la question serait peut-être de se dire, le fonctionnement optimal qui est là en ce moment, comment je peux m'en servir pour tirer parti de tout ce qui est déjà là, en fait. Bien sûr. Ouais. Et c'est extrêmement intéressant et je vous invite vraiment à faire ce travail d'introspection. Et par étapes, ne mettez pas, vous angoissez pas en vous disant oh là là j'ai plein de choses à faire. Allez-y par étapes, c'est hyper important. Et pour revenir justement sur sur cet épuisement professionnel, il y a aussi l'épuisement psychologique, on en parlait tout à l'heure. Et justement, ne vous faites pas une montagne de choses à faire. Donc, utilisez les outils que Laura vous a dit par rapport au tableau pour vraiment évaluer les importances et les urgences et par ordre de priorité. Et surtout, écrivez si vous avez besoin d'écrire, comme ce que disait Laura, ce qui permet d'évacuer, d'avoir des moments de conscience aussi pour évacuer aussi les charges. C'est hyper important et ce qui évite d'aller dans cette situation de non-retour parce que finalement, il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de, je ne sais pas si tu en as parlé, mais il n'y a pas de, comment on dit ça,
on fait pas de marathon en fait, ce que je veux dire. Il n'y a pas de course en fait. Donc il n'y a que avec vous-même et d'avoir cette petite jauge intérieure de vous dire est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que je suis dans la bonne énergie? Est-ce que je suis dans le flow? Est-ce que du coup ce que je fais ça me plaît, ça me rend heureux, je suis épanouie, je contribue, etc. Ça, ce sont des vraies questions à vous poser. Moi, pour conclure là-dessus, une bonne question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est confortable ou pas? Parce que Mmh. c'est facile de sentir dans le corps de, bah, je sais pas comment est-ce que c'est pas confortable. Ok, donc à partir du moment où c'est pas confortable, c'est qu'il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer. Parce que des Mmh. fois, c'est bien, pas bien, ça, je me remets en route pour dire oui, mais c'est pas bien, mais bon, en même temps, on m'a dit ferme ta gueule, toi. T'as pas. Donc, tu reviens dans ton corps, dans tes émotions. Ok, est-ce que je suis confortable là-dedans ou pas? Non, je suis pas confortable. Ok, donc tu reprends ton petit tableau, émotion, besoin, Mmh. si tu es un friand de la culpabilité. Et comme ça, voilà, tu essayes de comprendre et au moins tu envoies le message à ton corps émotionnel. J'ai compris ce qui se passe, je t'ai écouté. Et donc tout de suite, ça va. C'est ça. Génial. Merci beaucoup, Laura. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on pourrait en parler des heures, mais je pense que ce qui est important, c'est juste de retenir ces quelques clés parce qu'elles sont essentielles pour vous. Elles sont applicables dans le quotidien pour tout le monde. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 5 pour mettre ça en place. Et surtout, ça va vraiment vous aider si vous sentez que, comme là, par exemple, toi, Daniel, qui veut lancer ton activité, il y a des vraies clés dans ce qu'on vient de dire. Donc, voilà, fais le point par rapport à ça. Et puis, bah, pour toutes les autres personnes qui sont déjà dans un processus où elles sentent qu'elles ont des signes comme ça, où elles se sentent pas bien, ou comme tu dis, je me sens pas confortable dans ce que je suis en train de vivre en ce moment, eh bien, soit revenez, alors excusez-moi, j'ai une mouche, soit revenez vers nous, du coup, s'il y a besoin d'un accompagnement, parce que parfois, et souvent d'ailleurs, il y a quand même besoin d'avoir un regard extérieur pour vous aider à traverser ça. Ou sinon, bah, du coup, je vous invite à faire les exercices de votre côté. Voilà. Merci beaucoup, Laura, pour ce temps partagé, pour ces conseils, pour ces astuces que tu nous as transmis. Merci Et beaucoup puis, pour m'inviter. avec grand plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, belle continuation, Laura. Oui, merci toi aussi. Merci à tout le monde. À plus tard.